Bonjour et bienvenue à tous. C'est aujourd'hui un format spécial, une émission spéciale de votre magazine Focus, car nous allons aller au-delà des frontières ardéchoises pour vous parler ce matin d'un sujet ô combien complexe, ô combien douloureux qu'est le cancer. Nous sommes en effet aujourd'hui dans les bureaux de la Ligue contre le cancer de Privas, qui a gentiment mis ses bureaux à notre disposition ce matin pour ce tournage. Et nous allons aborder de façon plus précise du cancer de l'enfant, du cancer pédiatrique. Avec nos deux invités du jour, nous allons aborder ce sujet avec Christine Hainaut, écrivain et qui vit encore aujourd'hui la difficulté d'avoir un enfant touché par le cancer, et Xavier Fenouil, qui est directeur de cette ligue privadoise. Bonjour Christine, merci de vous être déplacée de votre Montpellier, la belle région montpelliéraine, ce matin pour venir parler de ce livre qui sortira d'ici quelques mois. Moi, j'ai pas le cancer. Oui, donc du coup, moi j'ai été privadoise pendant plusieurs années et je suis arrivée à Montpellier en septembre 2017 après avoir vécu toute l'épreuve de la maladie de ma fille dans cette ville de Privas. Alors, on va repartir sur une date. Cette date, c'est le 16 janvier 2014, juste 7 ans. Vous vous levez le matin, Clara, votre fille qui a 14 ans, se réveille également, et là vous apercevez qu'elle a certains signes physiques, physiologiques, et elle décide quand même d'aller au collège. Vous décidez d'aller travailler, et puis quelque chose sans doute peut-être de la maman, vous vous inquiétez, puis vous allez rechercher votre fille parce qu'elle est fatiguée depuis quelques jours seulement, et puis une prise de sang, et 3 heures après, seulement 3 heures après, c'est le diagnostic qui tombe. On vous annonce que votre fille a un cancer, et ce cancer, une leucémie. Quelle est votre première réaction au moment où vous entendez le médecin verbaliser et diagnostiquer cette maladie? Ma première réaction, je me suis assise, j'ai digéré et je me suis dit il faut vite agir. Donc j'avais mon grand garçon qui venait de rentrer du lycée, donc d'abord lui trouver un lieu de vie, parce que je vis seule avec mes 2 enfants. Et puis tout de suite appeler le taxi, puisque le médecin m'avait tout organisé, il m'a dit fallait vraiment que je parte au plus vite. Donc appeler un taxi qui un quart d'heure après était là, réveiller ma fille, lui annoncer, je ne savais pas trop comment lui annoncer parce qu'on n'a pas de mots, donc j'ai fait comme le médecin, je lui ai annoncé qu'elle avait une leucémie. À l'époque, je ne savais même pas vraiment est-ce que c'était un cancer. Est-ce que c'est mon cerveau qui occultait que ça pouvait être un cancer ou pas? Je ne sais pas. C'était une leucémie. Lui dire qu'elle prépare un sac avec des affaires pour un long moment parce qu'on en avait pour quelques jours, préparer un sac pour plusieurs jours et partir, quoi. Un quart d'heure, on était partis. Mais je savais que ma fille, elle avait une leucémie. Je savais que la vie ne serait plus jamais comme avant. Et on ferme la porte et on s'en va. Vous êtes professeur des écoles, vous êtes nutrithérapeute, vous gérez un blog, vous êtes quelqu'un d'extrêmement actif, et vous avez décidé on va dire, d'écrire, de coucher des mots sur un livre. Comment on peut avoir le temps, avec toutes ces activités, de vivre le quotidien d'une maman qui élève ses 2 enfants? Gauthier a 24 ans aujourd'hui, et dans quelques jours, Clara, votre fille, aura 22 ans. C'est 7 ans, cette année très intensive, où on a très peu d'espace pour soi. Comment? Déjà, ça a commencé, l'histoire de l'écriture du roman a commencé avec la page Facebook On t'aime fort Clara. À Privas, on a été vraiment très très bien entourés par tous les gens environnants, par notre club de sport. Et vraiment, il y a eu un élan de solidarité énorme. Et une petite jeune a ouvert la page Facebook On t'aime fort Clara, qui a rapidement eu énormément de follow. Et petit à petit, donc c'était pour parler de l'avancée des traitements, il y a eu des dons, il y a eu beaucoup de choses qui sont organisées. Et puis petit à petit, c'est devenu cette page aussi un exutoire pour moi, ou une manière de dire ce que je ressentais. Et un post en 2016 qui s'appelait « Moi, j'ai pas le cancer », qui a été un peu ce jour-là un gros coup de gueule en fait, parce que quelquefois on me disait « Ouais, mais toi, t'as pas le cancer, c'est ta fille qui est malade ». Et effectivement, moi, je ne suis entre guillemets qu'une aidante. Mais une aidante d'une enfant qui a le cancer, c'est toujours, moi je disais, on va à l'hôpital, on va faire une chimio, on va faire une transfusion sanguine. Je m'associais
un peu trop peut-être, mais comme font tous les parents à la maladie de ma fille. Donc c'est aussi venu de là. Et ça a été partagé des centaines et des milliers de fois, ça a été liké, beaucoup de gens se sont associés en me disant merci parce que tu écris ce que nous on ressent mais qu'on n'est pas capable de dire. Donc c'est vrai que moi j'aime écrire aussi. Et donc petit à petit, l'idée est venue de cette écriture qui, entre un témoignage, un roman, je ne savais pas trop. Et après une masterclass avec Bernard Werber, il y a 2 ans, on a beaucoup discuté avec Bernard de comment amener ces idées, parce que l'idée, c'est pas que je raconte ma vie, ça finalement, mais qu'est-ce que je veux apporter avec ce roman aux gens pour qu'ils puissent aller mieux, pour qu'ils puissent mieux vivre la maladie ou qu'ils puissent mieux accompagner ceux qui sont malades. Donc du coup, c'est pour ça que l'idée du roman était plus pertinente, parce que ça me permettait aussi d'aménager l'histoire avec ce que j'avais envie d'en dire et non pas d'être fidèle à des faits chronologiquement parlant. Le mot cancer, c'est souvent le synonyme de mort. Encore aujourd'hui, dès qu'on entend ce mot, on le symbolise à la mort. Même si c'est vrai, puisque environ 400 personnes meurent chaque jour du cancer. En France, 1000 personnes par jour sont diagnostiquées du cancer. C'est quand même un fléau, mais qui n'est pas d'hier, qui date depuis fort longtemps. Justement, vous, à la Ligue contre le cancer, comment pouvez-vous gérer au mieux? Quelle est votre mission d'accueillir justement ces 1000 personnes touchées chaque jour par ces différents symptômes, ces différents cancers, parce qu'il y a évidemment plusieurs cancers, plus ou moins agressifs, certains très mortels, puis d'autres on va vivre, voilà, où il y aura plutôt de l'accompagnement. Comment justement vous vivez ça, Xavier? C'est-à-dire, on est là pour aider les personnes touchées par le cancer et leurs proches, comme le souligne Christine, c'est primordial. Alors quand il s'agit des cancers de l'enfant, plus que jamais, mais il est vrai qu'il est important de s'inquiéter, d'accompagner aussi les proches et les aidants au sens général. Donc l'aide aux personnes malades, on y reviendra, mais ça peut prendre différentes formes. La deuxième mission de la Ligue contre le cancer, c'est le soutien à la recherche. La recherche en France est notamment prioritairement financée grâce à des dons privés. La Ligue contre le cancer est le premier financeur privé de la recherche en France et le premier financeur des cancers pédiatriques, grâce à des soutiens, notamment la Fondation Leclerc qui nous soutient énormément aussi. La troisième mission de la Ligue contre le cancer, c'est la prévention et l'incitation au dépistage, parce que lutter contre le cancer, c'est aussi travailler en amont de l'apparition de la maladie. On est là pour aider les personnes à éviter certains cancers, mais on est là aussi pour leur permettre de le prendre en charge le plus tôt possible. Les dépistages aujourd'hui servent à cela. Les dépistages, il en existe plusieurs en France. On parle souvent des dépistages, notamment des cancers du sein et des dépistages colorectaux. La Ligue contre le cancer est là pour encourager les personnes à se faire diagnostiquer le plus tôt possible. Pourquoi? Parce que plus on est pris en charge tôt, plus on a de chances de guérison aussi au travers de la maladie. Alors vous l'avez dit, le cancer, c'est une maladie, c'est la maladie du vivant, ça a toujours existé. Tous les êtres vivants sont susceptibles de faire des cancers. Alors effectivement, l'humain n'est pas exempt de cette maladie et on a des cas qui se révèlent malheureusement régulièrement, évidemment aussi en Ardèche. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, les personnes sont peu informées de l'aide que peuvent apporter les associations. Peu de ces personnes qui découvrent l'apparition de la maladie vont se tourner vers les associations qui pourront apporter alors du soutien psychologique, de l'accompagnement au travers de l'activité physique qui permet de limiter le risque de récidive. On le sait aussi aujourd'hui, on va avoir du soutien diététique, donc différentes aides qui vont s'adapter aussi à la demande des personnes. Faut-il encore que ces personnes en émettent la demande? Justement, quand Clara, c'est une grosse machine qui se met en route dès lors qu'on est pris en charge par les oncologues, hein, les médecins, les cancérologues. Justement, est-ce qu'on a abordé cela avec vous ou est-ce que c'était une réflexion purement personnelle de se dire est-ce qu'il y a autre chose que les traitements type chimiothérapie, les corticoïdes et tout ce qui en découle? Est-ce qu'on vous a proposé justement cet accompagnement psychothérapique, ces accompagnements diététiques? Rappelons que Clara était
sportive de haut niveau, triathlète de haut niveau, espoir au niveau de la région Drôme-Ardèche. Justement, c'est un arrêt brutal pour elle. Psychologiquement, comment vit-on à 14 ans, qui plus est, en pleine période d'adolescence, où l'on sait qu'il se passe plein de choses dans la vie d'un être humain. Comment justement elle a pu vivre et comment vous l'avez accompagnée? Ça a été extrêmement violent. On a vraiment l'impression qu'il y a un immeuble, le World Trade Center, qui vous tombe sur la tête. Enfin, ça a été très dur. Donc toutes les deux très abattues. Moi, j'ai vécu avec des lunettes de soleil en plein hiver pendant 3 semaines parce que j'y arrivais pas. Et je me suis rappelé, je lis beaucoup, du bouquin de David Servan-Schreiber. Et je me suis rappelé dans ce bouquin qui disait qu'il allait à des terrasses de café et qu'il rigolait. Moi, à l'époque, je n'ai pas ri pendant 3 semaines. Enfin, je ne comprenais même pas que les gens autour de moi puissent continuer de vivre et de rire et de sourire. C'était inimaginable. Ma fille était peut-être en train de mourir et c'était juste insupportable. Et je me suis rappelé de ce bouquin. Je suis vite retournée dans ma bibliothèque et David Servan-Schreiber, à qui on donnait 6 mois de vie, a vécu 20 ans derrière par son alimentation. Et moi qui avait comme dada l'alimentation, le sport, le mieux-être, je me suis dit, dans ce bouquin, il était marqué aussi 50%, c'est le moral. Je me suis dit, ça, je peux faire quelque chose. La chimio, tout ça, je ne peux rien faire, moi, j'y connais rien. Mais l'alimentation, le mieux-être, le sport, tout ça, ça, je peux faire. Et je me suis réveillée un matin, ma fille qui était excellente en sport, qui était championne de la région et tout, en course à pied. Je suis allée dans sa chambre, je lui ai dit, tu te lèves, on va aller courir. Bon, l'ado de base, non. J'écoute, moi, j'aime pas courir, je n'aimais pas courir du tout à l'époque, maintenant j'ai appris à aimer courir. J'ai dit, moi je me suis préparée, dans 10 minutes on est dehors, on va courir. Ça a commencé vraiment là, je dirais, Alors effectivement, on n'a pas couru, effectivement, on n'a fait que 300 mètres jusqu'à la poubelle qui est au bout de la rue. Effectivement, on n'a pas fait grand-chose, mais on s'y est tenu. Tous les jours on sortait, ou presque, dès que c'était possible. On marchait, on courait, on faisait du vélo, je l'emmenais sur la voie douce, on faisait un petit parcours en vélo, on revenait. J'ai essayé d'améliorer l'alimentation, de faire vraiment tout ce qui était en mon pouvoir, moi, de maman, de la sortir, les amis autour de moi, l'association qui avait été créée pour Clara nous avait payé un petit voyage à Antibes. On a vraiment essayé de prendre en main tout ce que nous, on pouvait faire, c'est-à-dire le moral, l'alimentation, le mieux-être, tout ce qu'on pouvait. C'est pour ça que moi, je ne parle pas trop de bien-être, Académie internationale du mieux-être, parce que le bien-être, quand on a le cancer, en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, le mieux-être, quelle que soit la situation où on est, et je pense à une association qui travaille pour la réanimation des enfants, quelle que soit la situation où on peut monter une petite marge de mieux-être. Ça peut être un petit cadeau, ça peut être une petite sortie, ça peut être un aliment plaisir, ça peut être des amis qui sont là, un texto qu'on reçoit. Un texto tout bête qu'on reçoit, même si on n'y répond pas, on l'a reçu, ça nous a fait. Donc le mieux-être, et voilà, c'est comme ça que j'ai essayé de tenir le coup avec ma fille et mon fils. Justement, à ce sujet, j'aime pas trop les chiffres parce qu'on les fait parler un petit peu comme on veut. Mais est-ce qu'il y a des études qui ont été réalisées aujourd'hui, en 2021, sur justement l'impact que peuvent avoir toutes les petites choses dont vient nous évoquer Christine sur le mieux-être, l'accompagnement, quelqu'un de dépressif qui vit ce cancer ou le cancer seul et complètement isolé, a-t-il autant de chances de s'en sortir que quelqu'un qui sera accompagné? Est-ce qu'il y a réellement des chiffres, on va dire, scientifiques voilà. Alors des chiffres, je ne vous les donnerai pas. En tous les cas, des recherches qui ont été développées en ce sens, oui, il y en a plusieurs. Déjà, on sait qu'une personne qui fait une dépression, par exemple, aura moins de défense immunitaire, donc elle sera plus en difficulté pour se battre en période de maladie. Donc c'est pour ça qu'il est important d'accompagner les personnes dans l'épreuve de la maladie, déjà sur le plan psychologique. Par ailleurs, on sait que ce que l'on tend à appeler aujourd'hui les soins oncologiques de support et les soins mieux-être, ce sont des prestations qui vont participer à une meilleure qualité de vie, et on se rend compte que les personnes qui bénéficient de ces prestations ont un taux de survie supérieur aux personnes qui n'en ont pas bénéficié. On a des travaux récents, par exemple, de Sophie Lanthomme, qui est docteur en psychologie sur Guilherand, donc on a des chercheurs locaux aussi, qui démontrent de l'efficacité de ces soins oncologiques de support. Ça fait combien d'années, justement, qu'on prend en charge tout cela? Il y a encore
une trentaine ou une quarantaine d'années, on n'en parlait pas du tout. C'était même de l'aventure individuelle et c'était aller à la recherche d'eux. Aujourd'hui, toutes les structures associatives, étatiques, est-ce qu'elles ont mis justement, depuis combien de temps ces programmes en place? Alors, on a une connaissance un peu plus claire de l'intérêt de ces prises en charge qui est assez récente malgré tout, puisque ça doit remonter il y a à peu près 20-25 ans, au travers des états généraux des malades. Il y a à peu près 20 ans de cela, la Ligue contre le cancer national avait organisé la prise de parole des personnes malades pour qu'elles témoignent des difficultés qu'elles rencontraient. Il est vrai que pendant longtemps, et ça s'entend aussi, il fallait lutter contre la maladie pour la faire reculer sur le plan clinique. Il fallait que les personnes ne soient plus malades, il fallait les guérir à tout prix. Et lors de ces états généraux des malades qui ont eu lieu à Paris, il y a eu une prise de conscience nationale de la nécessité à améliorer la qualité de vie pendant l'épreuve de la maladie et dans l'après. On a commencé à voir apparaître des soutiens sur le plan plutôt psychologique. On va avoir un petit peu des subventions, de l'aide pour mettre en place des groupes de parole, beaucoup, des prises en charge individuelles pour les personnes malades et les proches. Petit à petit, ont vu naître des prestations qui ont visé malgré tout à améliorer le confort des personnes du fait aussi de la survie. C'est-à-dire que jusque-là, on voulait vraiment que les personnes guérissent du cancer, en tous les cas s'éloignent de la maladie, mais on ne s'inquiétait que peu de ce qu'il se passait à la maison et parfois aussi du retour au travail. Et à partir de là, on a vu apparaître ce qu'on a appelé la socio-esthétique, c'est-à-dire faire en sorte d'améliorer aussi l'image corporelle de la personne qui est confrontée peut-être à la perte des cheveux, qui perd peut-être ses ongles, qui a tout un tas d'effets secondaires qui sont visibles parfois et parfois pas visibles, mais qui ne sont jusque-là pas pris en charge. Et on va développer ces prestations progressivement et on sent une montée en puissance aujourd'hui de ces soins oncologiques de support. J'ai parlé tout à l'heure de l'activité physique adaptée qui rencontre un franc succès et qui démontre aussi de son intérêt dans la lutte contre le cancer, tant sur le plan préventif que post-ventif, on va dire. Une fois que la personne a connu la maladie, on améliore sa qualité de vie. Et aujourd'hui, on sait que l'État, alors c'est tout à fait officiel, va mettre à disposition une enveloppe d'environ 180 € par personne pour que les personnes en post-cancer bénéficient de soins oncologiques de support. Est-ce qu'il y a des recherches aujourd'hui, on peut vraiment, comme le cancer lié à l'amiante, on le sait aujourd'hui, mais aujourd'hui on continue d'arroser abondamment nos champs agricoles de saloperies, parce qu'on ne peut pas dire autrement, hein. Et sait-on réellement si ça crée des cancers, ces molécules chimiques? On en est où justement au niveau de ces recherches causales? Alors oui, évidemment, et heureusement qu'il existe des recherches, et des recherches précises aussi indépendantes. La Ligue contre le cancer participe à cet effort puisque nous avons notamment financé, alors je vais en citer, on en a financé beaucoup, il existe notamment la recherche Agrican, elle s'appelle, c'était de l'impact justement des pesticides sur l'apparition et le développement de cancer. Il y a eu des publications récentes qui ont démontré qu'effectivement, selon l'agriculture qui va être développée, selon les produits qui vont être utilisés, certains cancers vont apparaître plus spécifiquement. Cela va concerner parfois plutôt certains organes que d'autres. Il existe également l'étude E3N, c'est une étude longitudinale qui visait à accompagner et à suivre le parcours de vie de femmes sur une durée, je crois que ça a duré plus de 20 ans et ça dure encore, pour voir un petit peu leur qualité de vie, ce qu'elles traversent au cours de leur vie, les événements, les accidents de vie, leur exposition, l'environnement. Quels sont les facteurs qui ont pu un jour peut-être induire l'apparition d'un cancer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cancer, comme le disait Christine, il est sans doute multifactoriel. Et le fait qu'il soit multifactoriel, on ne peut pas catégoriser systématiquement. On connaît des facteurs de risque, on en connaît tous. On sait que le tabac est un fort facteur de risque. Et maintenant, tous les fumeurs ne développent pas des cancers. Sinon, ça serait évident en termes de lutte. Aujourd'hui, la lutte, elle s'articule autour de différents facteurs, mais je ne crois pas, alors moi je suis psychologue, je ne suis pas un scientifique dur, il est difficile, je crois, pour la science de dire que tel comportement induira systématiquement et forcément l'apparition d'un cancer. C'est pour ça que quand on parle de prévention, on parle de facteurs de risque et de facteurs préventifs. On sait ce qui permet de limiter l'apparition de certains cancers, mais ça ne permet pas de dire qu'on ne l'aura pas. Lutter contre le cancer, c'est faire de son mieux pour avoir une qualité de vie convenable au travers des critères que l'on connaît aujourd'hui, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne pourra pas avoir de cancer.
Il y a une étude australienne assez récente qui dit dans les 15 ans à venir, 7% d'enfants seront touchés en plus par le cancer. Justement, c'est dramatique d'entendre ces chiffres qui sont exponentiels dans le monde. Justement, vous parliez de plusieurs facteurs. Mais que font nos gouvernants? Que font nos décideurs? Moi, c'est un appel que je leur lance. Concrètement, il y a eu le débat sur le glyphosate. Et aujourd'hui, on continue de mettre dans les champs. Alors, on nous parle en ce moment, en effet, du Covid où il faut confiner, on ouvre les vannes de tous les côtés. Et puis d'un autre côté, où ça touche je ne sais combien de centaines de milliers de morts chaque année en France. Dans le monde, combien y a-t-il de morts de cancer? Justement, que pouvons-nous faire, nous, en tant que consommateurs, en tant que personnes touchées ou vivant le cancer, aujourd'hui? C'est une question difficile. Je crois que la lutte contre le cancer, il ne faut pas que ce soit l'affaire, en tous les cas, d'une personne, d'une association ou d'une structure. Je crois que c'est l'affaire de tous. Et je crois qu'il faut qu'on se mobilise, évidemment. Quand on observe des choses qui sont compliquées, je parlais avec un établissement scolaire hier qui expliquait qu'ils avaient une immense cour très bien ensoleillée, etc. Mais très bien ensoleillée, une cour de récréation, c'est pas convenable, justement. Il faut aussi qu'on s'inquiète de l'exposition solaire. On sait que ça occasionne des cancers. Il n'y a pas beaucoup de réflexion aujourd'hui sur l'accueil du jeune public et de la protection autour de cela. Je crois que c'est l'affaire de tous que de sensibiliser aussi les autorités publiques et de dire, moi, ce qui m'inquiète ici, c'est ce facteur-là. On les connaît, les facteurs de risque, on ne les connaît pas tous, mais on sait que certains, on a les moyens de lutter. Une meilleure alimentation, on parle beaucoup en ce moment dans les médias, Axel Kahn milite beaucoup contre les nitrites dans l'alimentation, contre tous ces facteurs connus contre lesquels on peut agir. Le bisphénol dans les plastiques, etc. Il y a des facteurs de risque qu'on connaît bien, il faut qu'on avance, mais encore une fois, quand on entend qu'aujourd'hui l'industrie alimentaire se retourne contre des systèmes d'évaluation de la qualité alimentaire pour évaluer si cette tranche de jambon elle est de bonne qualité, etc., et qui veulent faire retirer ces scores, je parle du Nutri-Score là, moi je trouve que c'est un pas en arrière. Je crois que c'est le grand public qui a le pouvoir aujourd'hui de dire non, on veut ça, on veut ça. Nous, la Ligue, on est là pour porter la parole du grand public. Mais je crois que le grand public doit aussi se manifester en disant on vous soutient. On est là aussi derrière. La lutte contre le cancer, encore une fois, c'est pas qu'une affaire d'association. Nous, on est là pour porter la parole du grand public, mais que le grand public se mobilise. Et là aussi, la 4e mission de la Ligue, c'est de mobiliser le grand public pour qu'il se sente aussi acteur de sa santé et acteur de grandes décisions de santé. On va revenir au roman. Évidemment que je n'ai pas pu lire puisqu'il sortira dans quelques mois. J'ai juste vu la très belle couverture, la une de couve. C'est quoi ce roman? C'est un espoir, c'est un message d'espoir pour ceux qui sont touchés. On sait qu'une personne touchée par le cancer va toucher 4 personnes de façon collatérale. Justement, le grand frère dans cette histoire, lui, comment a pu-t-il naviguer entre une maman qui devait sans doute porter plus d'attention à son enfant malade et lui, en tant qu'aîné, le grand frère? Comment justement ça a été la réaction justement du frère? Ça n'a pas été facile. C'est vrai que la chance que j'ai eue, c'est qu'il était un peu grand. Je crois qu'il avait 16 ans et demi. Donc du coup, je venais de leur acheter un scooter à Noël, donc 15 jours avant. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il a pu se débrouiller avec son scoot à Privas, parce qu'à Privas, il n'y a pas trop de transport en commun, donc c'était un peu nécessaire. On a eu beaucoup d'amis qui l'ont conduit à droite à gauche. Et moi, j'ai vraiment essayé de faire en sorte que la vie soit, entre guillemets, le plus normale possible pour lui. C'est-à-dire surtout qu'il réussisse ses études. Il était aussi sportif de haut niveau, donc courait les championnats de France en triathlon. Donc il avait beaucoup de week-ends à droite à gauche pour ça. Donc le triathlon est un sport qui prend beaucoup de temps. Donc avec les amis, avec le sport, j'avoue que je l'ai un peu confié aux autres, quoi. Et après, quand Clara, par exemple, était en chambre stérile, eh bien, j'allais la voir l'après-midi à Lyon, donc 150 km. Je revenais, je m'occupais de lui à 10h du soir. J'essayais de faire le petit-déj avec lui et je repartais. Donc, en fait, c'est vrai qu'on n'est plus qu'une maman. En tout cas, pour ma part, j'étais vraiment la maman de Clara
Et à Privas, je pense que je suis vraiment la maman de Clara, où quand les gens sont vraiment adorables, quand je vais dans la rue, comment va ta fille? C'est vraiment tout de suite, ça a toujours été comme ça. Et je ne suis qu'une maman qui me partage pour essayer de donner le maximum d'amour, le maximum de mieux-être à ses enfants, les soins de l'un, le câlin de l'autre, et puis tout en essayant de vivre, comme vous parliez tout à l'heure de la perte des cheveux, des moments hyper violents comme ça, même si dans la maladie, la perte des cheveux, ça n'est pas le plus grave au niveau de la santé. Et pourtant, mais au niveau psychologique, l'impact en tout cas pour nous, ça a été mais d'une violence. Et puis pour Clara, j'imagine même pas, parce que je pourrais jamais vivre ce qu'elle a vécu. Mais ça a été, et ça j'en parle dans le roman, et je l'ai rasée 4 fois, ma fille. Et la 4e fois, on s'habitue pas. Je ne peux pas m'habituer. Enfin, c'est vraiment été quelque chose d'hyper douloureux. Donc, comment on fait? Et j'avoue que le grand, j'ai fait comme j'ai pu. Mais effectivement, on en parle peu. Par contre, ce qui a été vraiment chouette dans le teaser du roman, c'est Gauthier qui a shooté, qui a filmé, qui a monté, qui a fait directeur artistique. Et puis, donc, ce qui est vraiment chouette dans cette histoire, c'est qu'on s'est retrouvés avec ce roman ensemble pour faire quelque chose de concret, de bien. Et comme vous disiez, un message d'espoir, parce que on peut vivre avec un grand V, croquer la vie à pleines dents, prendre tout ce qui est positif, essayer dès qu'il y a une opportunité, on y va. Et juste avant le confinement, j'avais envie d'aller à Venise depuis longtemps. J'ai emmené mes enfants à Venise 1 mois avant. Et si je m'étais dit, on le fera plus tard, je pense que cette maladie m'a apporté on le fait maintenant. C'est ça. On ne le fait pas plus tard. C'est vivre l'instant T, l'instant présent. L'instant présent, il prend vraiment sa signification encore plus que tout, quoi. On le fait maintenant. Et c'est vrai que chaque jour du confinement, je me suis dit, punaise, on a vraiment bien fait d'aller à Venise, quoi. Mais ne pas attendre d'être malade pour vivre cet instant présent. C'est ça, c'est ce qu'il faut dire aux gens. C'est pourquoi attendre d'être malade pour s'occuper de sa famille qu'on aime? Pourquoi attendre on a déjà tellement de gens maintenant, il faudrait essayer de lever les tabous et de se dire on en parle. Et on profite, on aide l'autre, on est présent, on est ensemble et on n'attend pas qu'il soit malade. Et c'est pas quand on pense qu'il est guéri qu'on abandonne les gens qu'on aime. Parce qu'on a tous besoin d'être ensemble, qu'on soit malade, visible ou pas. Justement, nous en parlons tout à l'heure. Comment se comporter face à quelqu'un qui est touché par la maladie, en l'occurrence le cancer pédiatrique? Il est très difficile pour les amis, les connaissances, ça peut être un petit copain d'école, une maman d'un petit copain d'école, ou des copains, des copines. Comment réagir? Comment doit-on réagir? Doit-on rester et réagir de façon normale? Doit-on adapter parfois peut-être par pitié? Je crois que la difficulté qu'évoquent les personnes qui se présentent en tous les cas à la Ligue, c'est le sentiment de solitude et l'éloignement parfois des personnes. Parfois, il est plus maladroit de ne plus se manifester que d'essayer d'aller vers les personnes et d'essayer de dire quelque chose. Je crois que l'accompagnement d'une personne qui est confrontée à l'épreuve de la maladie, elle nécessite de se resserrer autour de cette personne. Il faut laisser libre la personne de dire que c'est trop, mais c'est rarement trop, c'est jamais trop. J'ai jamais entendu ça, moi, ici. Je crois que les personnes, elles souffrent justement de cette marginalisation, de cette crainte de la contagion qui n'existe pas, il faut le rappeler, de ce sentiment que rien ne sera plus jamais comme avant, parce que même les amis ne sont plus là. Je crois que la question de la lutte contre le cancer et du soutien des foyers qui sont touchés, elle passe par la solidarité, par le témoignage, par le fait de dire s'il y a besoin de quoi que ce soit, je suis là, mais avant tout pour entendre aussi. Parce que souvent, les gens viennent frapper à la porte en disant « Qu'est-ce que je peux dire, moi, à ces proches qui sont malades ?» Écoutez-les, d'abord. Je crois que la première nécessité, c'est d'entendre ce qu'elles ont à dire. Je crois qu'une personne qui a connu l'épreuve de la maladie, elle a un roman à raconter, elle a une histoire à raconter, et tellement de choses. Et c'est ce besoin de témoignage qui est primordial. J'aime bien terminer mes émissions avec des choses positives. Alors c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui, on en a parlé, un sujet tabou, un sujet grave, un sujet lourd, mais qui a aussi ses notes de légèreté, ce qui nous permet de prendre un peu de hauteur et telle une montgolfière s'élever. Qu'est-ce que vous voudriez dire à nos téléspectateurs pour terminer en regardant
la caméra qui est juste face à vous, mais de positif de cette histoire, de cette expérience de vie. Je parlerai du coup de Clara, parce que 2 ans après au moment de la fin de ses traitements, Clara est venue me voir avec un grand sourire. Maman, j'ai trouvé ce que j'allais me faire comme tatouage. Parce que je ne voulais pas qu'elle fasse de tatouage avant l'âge de 18 ans. Elle a trouvé, j'ai dit, bah oui, qu'est-ce que tu vas faire comme tatouage? Je vais me graver sur les tendons d'Achille 16-01, qui est la date du jour du diagnostic de son cancer. Et moi, j'ai regardé, j'ai dit, mais t'as pas assez souffert pour te le graver sur le corps? Elle m'a dit, mais non, mais maman, effectivement, j'ai souffert, mais ça m'a aussi apporté des bonnes choses. Et nous, entre parents aussi à l'hôpital, on se dit, mais finalement, ça nous a aussi apporté des bonnes choses, parce que grâce à ça, je réalise un rêve que j'ai toujours eu envie, écrire un roman. Bon, j'aurais préféré peut-être l'écrire sur un autre sujet, mais voilà, c'est l'occasion. Et puis grâce à ça, ça m'a permis de me former encore plus en nutrithérapie. Je me suis aussi formée en médecine traditionnelle chinoise. Voilà, j'ai envie aussi d'accompagner les gens à mieux être, et j'ai envie de donner énormément. Et la note d'espoir, c'est... on peut en parler, comme vous disiez tout à l'heure, on se sent coupable quelquefois et on est juste les victimes. Ça ne s'attrape pas. Donc, allez-y, quelqu'un qui est malade, soyez joyeux, profitez de chaque chose. Nous, pendant 1 an, et ça a vraiment beaucoup de valeur aujourd'hui avec cette crise sanitaire, c'est pendant 1 an, j'ai fait voyager, on a voyagé énormément avec mes enfants. Je lui avais promis New York, on est allé à New York. Donc, mais n'attendez pas d'être malade pour profiter de la vie, des gens que vous aimez. Là, quand vous allez voir ce reportage, eh bien, dites-vous tout de suite quelle personne je vais appeler. Quelqu'un que je n'ai pas appelé depuis longtemps. Et ce n'est pas grave. Et c'est pour ça que c'est accompagné d'un agenda perpétuel, pour qu'on puisse le garder longtemps, du mieux-être, où dedans, il y aura, parce qu'à la fin de chaque chapitre de Léa, elle a une note à moi-même. Et en fait, cette note à moi-même, c'est un petit conseil, c'est un petit tuyau, une petite clé pour aller mieux, pour pouvoir appréhender une situation du quotidien du mieux possible, en tout cas avec chacun, avec ses moyens. Et en fait, c'est ça aussi. Alors cet agenda, il a une histoire parce qu'au début, c'était en cas d'avis de tempête. Mais ça ne me plaisait pas. Parce que je voulais vraiment apporter cette note positive. Et déjà, moi, j'ai pas le cancer, c'est lourd. Je veux dire, c'est un titre, voilà, c'est évocateur aussi de beaucoup de choses. Et du coup, l'agenda perpétuel du mieux-être, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à une situation pour être suffisamment résilient, pour pouvoir aller vers un mieux-être, prendre ma vie en main et faire vraiment les choses que j'aime, que j'ai envie, m'accompagner des personnes que j'aime. Prendre le téléphone, moi j'ai envie de vous dire, vous allez regarder ça, prenez votre téléphone, faites une chouette chose, envoyez un message d'amour à quelqu'un que vous aimez. Prévoyez de faire quelque chose avec cette personne. Tiens, je ne sais pas, moi, on peut partir en voyage. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué, mais on peut juste se dire, on se fait un FaceTime, on s'écrit. Enfin, il y a des choses très simples de la vie qui font qu'on peut monter la petite marche du mieux-être. Très bien. En tout cas, merci infiniment de ce moment passé. Sujet tabou, mais qu'on a pu, en cette fin d'émission, donner ces notes de légèreté. En tout cas, je voudrais dédicacer cette émission à Clara, mais à tous les autres enfants, Zoé et d'autres enfants qui vivent, qui ont vécu, qui ne sont plus là aujourd'hui. En tout cas, à TV07, on soutiendra toujours cette cause qui nous est chère, celle de la lutte contre le cancer. À très très vite dans Focus.